Ça fait 75 ans que je m'appelle Jean-Denis Bonan. Je suis né dans un très beau pays, la Tunisie, un 24 juin en été. Et j'y ai vécu 15 ans et j'ai gardé des liens très très forts avec ce pays, on en parlera peut-être. J'ai été un cancre épouvantable, si bien que la seule chose qui me restait à faire, c'était du cinéma. On m'a mis effectivement dans une école de cinéma, qui était une petite école privée, payante. C'était magnifique, j'y suis resté 6 mois et très vite je me suis engagé pour faire le stagiaire aux établissements Éclair, au studio Éclair. Et je me suis spécialisé dans le montage de films. Donc ma formation c'est plutôt ça, et mes goûts c'est plutôt la littérature et spécialement la poésie, et un peu en dessous la peinture. Donc armé de ces trois choses, après je me suis autorisé d'abord à être un monteur de films, j'ai travaillé aux Actualités françaises, on en reparlera peut-être, et puis à réaliser des films parallèlement, que j'ai autoproduits, parce que c'était quand même des ovnis qu'aucun producteur ne pouvait accepter. Donc je m'étais lancé à l'eau comme ça, j'avais suffisamment de copains pour me permettre de faire ces essais-là. On sortait de la guerre d'Algérie quand même, on était encore très traumatisés par tout ça, par notre attitude. C'était pas nous personnellement et individuellement notre attitude, mais quand même on était très menacés, moi-même. Puisque j'étais un cancre, je n'avais pas le droit de faire des vrais trucs universitaires, j'ai pas pu avoir un sursis plus long d'1 an, donc j'allais être militaire. Et puis impossible de se faire réformer à cette époque, malgré les copains que j'avais à la Borde et tous les psychiatres, j'ai pas pu me faire réformer. Heureusement, les accords d'Évian ont été signés entre-temps, juste avant que je parte au service militaire. Moi, je suis parti en 63. Le service militaire, c'était 62, les accords d'Évian. J'avais déjà prévu ma désertion. J'avais des amis une famille de mes amis qui m'accueillait en Tunisie. Tout était prêt. Très vite, j'ai pu faire des stages dans des films, à la Franco-London Film, grosse boîte. Mais j'avais envie un peu d'être indépendant. Et j'ai eu l'opportunité de devenir monteur aux Actualités françaises. Les Actualités françaises, ce sont ces informations cinématographiques qui passaient qui changeaient toutes les semaines et qui passaient en avant-programme dans les salles de cinéma. C'était une bobine qui durait à peu près 10 minutes et on travaillait un peu de manière industrielle. C'était pas vraiment de l'art qu'on faisait. On était dans l'information, ce qui est très différent. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses, parce que là, il fallait aller très vite. Très vite, il fallait avoir un regard par rapport à la pellicule. On arrivait le lundi matin à 6h du matin, on regardait les rushs en négatif. Et là, on se distribuait les sujets, on appelait ça des sujets, c'était pas des petits films, et on faisait un pré-montage en découpant à la main le négatif, un premier montage comme ça avec notre Moritone, cette machine qui permettait comme une bagnole un petit peu d'aller en avant, en arrière à la pellicule. On avait donc un petit écran qui tremblait un peu, on avait une seule bande sonore et on choisissait comme ça, on mettait sur un chutier, derrière nous il y avait une assistante qui collait tout ça, on envoyait au labo, 1 heure après on avait ce qu'on appelait un noir, c'est-à-dire une copie donc enfin en positif, où les noirs étaient noirs et les blancs étaient blancs et pas le contraire, et on faisait un montage un peu définitif. Toujours avec une assistante derrière qui collait tout ce qu'on faisait pour aller vite. Puis un journaliste venait, faisait un truc de commentaire, en général qu'il copiait sur les dépêches de l'AFP. Ensuite, cette pellicule passait au montage son, et au montage son, les gens choisissaient il y avait 2 personnes qui choisissaient sur de la pellicule optique, telle musique, tel son, de bruit de mer, de vent, je ne sais quoi, ça allait à toute allure et on obtenait un objet très standardisé. En fait, c'était très standardisé ce qu'on faisait, mais ça demandait un certain métier. Et ça a été très important par la suite, c'est que c'était vraiment un travail qui était proche de l'industrie en fait. On était dans l'industrie, si bien que quand, beaucoup plus tard, pas beaucoup plus tard, un peu plus tard, j'ai été
amenés à travailler avec des ouvriers, on parlait le même langage. On avait peut-être qu'on était une aristocratie ouvrière, certainement, mais en fait, on avait le goût du travail bien fait, du travail vite fait et bien fait, qui avait sa forme, on avait ça en commun. Ça, c'était assez passionnant, en fait, comme travail, et j'ai appris des choses magnifiques, justement parce qu'on devait aller vite, qu'on devait avoir le regard très aiguisé, et qu'on devait avoir une très grande imagination, en se disant, mais si là je monte ça, avec tel son, ça peut donner ça. C'était vraiment pas mal, ouais, c'était bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc on était organisé aux actualités françaises comme une cellule de fabrication. Mais dans l'équipe, presque faisant partie de l'équipe et étant accepté, il y avait un monsieur qui était cravaté, très digne et tout, qui était le censeur. Il était envoyé par l'Élysée, mais pour nous, c'était même pas étonnant à l'époque, même si moi je le détestais, ça c'était intime, mais il faisait partie de l'équipe, il venait, il était censeur. Et alors, en particulier, quand on montait, par exemple, un extrait de discours de Gaulle, il pouvait très bien dire « Ah non, cette phrase, surtout pas, mettez à la place ceci ». Et on obéissait. C'était dans l'air du temps. On était dans une période très contrôlée quand même. Il faut savoir, là je parle de cette époque, on est en 1964, 63, 64, ouais. 64, 65, pardon, 64, 65, 1964, 1965, donc on était aux ordres de l'Élysée, en quelque sorte. Heureusement, beaucoup de nos sujets échappaient à ça. Surtout que la particularité des actualités françaises, c'était vrai aussi de Éclair Journal et de Pathé Journal, je crois, et de Gaumont Actualité, je crois que c'était un peu comme ça aussi. On avait la charge d'autres journaux d'actualité. Et en particulier, en ce qui concerne les actualités françaises, on s'occupait des actualités tunisiennes, des actualités algériennes, des actualités sénégalaises et des actualités tchadiennes. Et une semaine sur deux, on s'occupait de ça. Alors donc c'était passionnant, j'ai connu des grands cinéastes comme Lakhdar Hamina de l'Algérien, comme Sam Ben Ousmane, le premier cinéaste d'Afrique noire. Et on était des copains, on faisait des choses ensemble, c'était extraordinaire ça. Ça nous a permis évidemment de connaître des bouts d'histoire, parce qu'on connaissait aussi les dessous bien sûr. Les opérateurs filmaient ce qu'ils pouvaient, mais ils nous racontaient des choses aussi. C'était très passionnant et donc là on était beaucoup moins contrôlé en réalité, beaucoup moins contrôlé. Et moi évidemment, étant donné mes origines, j'ai surtout beaucoup collaboré avec les Tunisiens bien sûr. Où là on a fait des choses très drôles quoi, qui existent encore aujourd'hui. Je démissionne parce que je commençais à être un peu connu, c'est un grand mot, mais enfin apprécié en tant que monteur. Donc je pouvais très bien gagner ma vie plus librement en n'étant pas chevillé à quand même quelque chose qui était plus industriel, mais quelque chose de plus artistique. Je pouvais prétendre à monter des longs métrages, des choses comme ça, ce qui est arrivé. J'ai l'occasion de connaître la clinique Laborde, où il y avait à l'époque Félix Guattari, Fernand Deligny, Jean Houry bien sûr, et des tas de gens absolument extraordinaires. Et là, ça a été une autre ouverture pour moi. J'avais une sensibilité politique, mais j'avais pas de formation politique. J'avais simplement une sensibilité, surtout j'étais sensible à l'injustice, à tout ça, c'était plutôt ça. Ayant vécu le colonialisme en Tunisie, j'étais dégoûté par évidemment ces appareils-là. Et donc oui, la guerre du Vietnam, tout ça m'avait beaucoup animé. Et à Laborde, dans cette clinique psychiatrique, il se passait des choses dans le domaine des idées, quoi. On réfléchissait pas seulement sur la dérive mentale, mais aussi sur ce que pouvait être une contestation politique. Et j'ai eu la chance de tourner, par exemple, à la clinique Laborde, 2 films. 67. C'est là que nous créons, à partir de la clinique Laborde, le groupe ARC, qui veut rien dire, ARC,
où il y avait Jean-Michel Humeau, Mick Andrieux, Jacques Ebadian, Mireille Abramovici et moi-même. Et donc en 67, on crée ce groupe et très vite, on tourne. On tourne à Berlin en janvier 68, la grande manifestation internationale contre la guerre du Vietnam. Donc on est armé de tout ça, et à l'époque, à Berlin en particulier, mais en Allemagne en général, il y avait ce qu'on appelait l'université critique, c'est-à-dire des étudiants qui s'autorisaient à critiquer le système universitaire puisqu'ils formaient les futurs cadres de la bourgeoisie. Donc c'était très rigolo comme mouvement. À la tête de ce mouvement, il y avait un étudiant qui s'appelait Rudi Dutschke. On filme tout ça, on filme Rudi Dutschke aussi, on monte le film qui était assez intéressant, et pendant le montage de ce film, Rudi Dutschke reçoit 3 balles d'un facho qui lui tire 3 balles dans le cerveau. Donc, toutes les actualités de l'époque, la télévision, et puis aussi Gaumont, veulent des documents, parce qu'ils vont parler de ça, évidemment. Et nous, on refuse de vendre. Ça ne se fait pas. Mais c'est les étudiants de Berlin qui ont dit, si, vendez, ça va vous permettre de faire d'autres films. C'est ce qu'on a fait. On a vendu, si bien que quand mai 68 a débuté, on tournait déjà à Nanterre. On était là au moment du 22 mars. On nous a fauché malheureusement ces bobines, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, mais on était là. On était là naturellement. On n'avait pas prévu mai 68. On était simplement dans ce mouvement de jeunes, d'étudiants, qui étaient en fait nos pères, puisqu'on n'était pas issus de milieux prolétariens. Donc on était plutôt des intellos, des artistes, etc. Donc quand mai 68 a éclaté, mais on était déjà caméra au point. On était déjà en train de filmer. C'est ça qui est assez drôle, quoi. C'est que c'est venu naturellement. On est devenu le groupe, donc Arc est le groupe qui a le plus filmé en mai 68, qui a fait le plus grand nombre de films. Je ne dis pas qu'ils sont bons, mais enfin, ce sont des films de 68. Plus que des films sur 68 d'ailleurs. Mai 68, donc le mouvement lui-même étudiant ne nous surprend pas du tout, enfin ne me surprend pas du tout. Je trouve que c'était normal qu'il y ait cette révolte. C'était dur, le gaullisme. On le voit maintenant de loin en disant c'était bien, De Gaulle et tout. C'était terrible. C'était quand même un régime de censure. Mon film que j'ai évoqué, Tristesse anthropophage, 35 mm, noir et blanc, fait en 1966, est censuré par le ministre de l'époque, je ne sais même plus qui c'était, cet abruti, qui censurait à tout public, censurait à l'exportation, et on m'interdit par mot, ce qui n'est même pas, qui légalement n'a aucun sens, les projections privées. Et je me souviens à l'époque, c'est Claude Chabrol qui m'appelle au téléphone en me disant « Jean-Denis, allez tout de suite au laboratoire, sauvez vos négatifs, ils vont être décapités ». En fait, il s'était trompé, Claude Chabrol à l'époque, on ne décapitait plus. Parce que quand on décapite un film qui est en spirale, c'est fini, on ne peut plus le reconstituer. Si on décapite le négatif, c'est fini. Bon, en fait, j'ai pris les négatifs, j'ai suivi ce que me disait Claude, mais en fait, c'était une fausse alerte. Simplement, le film a été censuré. Ça a été très dur pour moi parce que ce film, bizarrement, avait plu pas mal à 2-3 distributeurs, un producteur. J'avais un contrat pour faire un long métrage intéressant. J'avais des distributeurs qui voulaient le mettre partout. Tout ça est tombé comme un château de cartes. C'était fini. Ça a été une censure, mais terrible. La censure, c'est pas seulement vous interdire un film, c'est que c'est votre carrière complètement qu'on bousille. C'est vos idées, c'est ce que vous êtes en fait. C'est vous-même. Et pendant des années, j'étais marqué au rouge. Vraiment au CNC, jamais je n'ai eu une aide du CNC, jamais. Il a fallu qu'aux archives du film, des jeunes gens découvrent mon travail pour que je sois devenu persona grata. Et dans la même salle où on a interdit Tristesse anthropophage, je me suis retrouvé avec tout le CNC qui m'applaudissait. C'est ahurissant. Non, les choses ont changé. En fait, les choses ont changé. Le régime gaulliste, c'était pas drôle du tout. C'était pas drôle du tout pour les artistes en particulier qui avaient envie de dire des choses. Je sais que beaucoup de cinéastes considèrent l'affaire Langlois, donc Langlois c'est donc celui qui a créé la Cinémathèque française, un type extraordinaire,
Il s'agissait de le virer pour le remplacer par un type, je crois, qui s'appelait Barbin, un illustre inconnu. Donc évidemment, ça a mis toute la profession en colère. Beaucoup de cinéastes pensent que Mai 68 est né de là. Honnêtement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas du tout. J'ai participé aux manifestations pour le maintien de Langlois. J'ai même fait des tracts, des dessins, etc. pour le soutenir. Mais franchement, ça s'est passé ailleurs. Ça s'est pas passé dans le cinéma, là. C'est pas vrai. Ça s'est pas passé au sein du cinéma. La révolte, elle a grondé ailleurs. Elle a grondé chez les plus jeunes, surtout au départ, chez les étudiants. En fait, quand Mai 68 a éclaté, j'ai pas été étonné, non pas que j'avais prévu ça, pas du tout, mais j'ai pas été étonné parce que mon biberon à moi, comme je vous l'ai dit, c'est la poésie, et dans la poésie, c'est plutôt la poésie dite moderne à l'époque qui m'intéressait, le surréalisme, mais aussi Henri Michaud, mais aussi vraiment... Donc j'étais plutôt dans ce bain-là, qui regardait la vie comme devant être révolutionnée dans tous ses aspects. Pas seulement politique, pas seulement dans les rapports ouvriers-patrons, mais aussi dans les rapports hommes-femmes, mais aussi dans les... Déjà, j'avais un peu ça dans la tête, c'était pas très clair, mais quand même... Et aussi, j'avais envie d'effacer les frontières, ça c'est sûr, depuis toujours. Et quand c'est né, je n'ai pas senti ça vraiment comme un mouvement social au départ. Pour moi, ce n'était pas un mouvement social, c'était de la révolte, c'était de la rébellion, c'était de l'émeute. Mais émeute au premier sens, c'est-à-dire émeute en tant que mise en mouvement, en tant qu'émotion, puisque c'est le même mot tout ça. 1968 est en pleine ébullition, on tourne tout naturellement avec nos caméras, et on avait beaucoup de caméras, hein. Tout le monde nous rejoignait à l'époque, hein, que ce soit Claude Miller, Sophie Tatichev, tout le monde venait en disant qu'est-ce que c'est que ces jeunes fous qui sont déjà à l'œuvre. Oui, c'était comme ça. Et parallèlement à ce mouvement, je réalise un film que je venais d'écrire qui s'appelle La femme bourreau. La femme bourreau, c'est une fiction complète, qui n'a rien à voir avec Mai 68 en apparence. Donc, c'est une fiction un peu policière, avec des filles nues, en noir et blanc, tournée en 16 mm inversible, avec aucun moyen. Mais moi, j'ai toujours eu envie de faire, et c'est pas le manque de moyens qui m'empêchera de faire. J'ai toujours eu envie d'y aller, et ça, je continue d'ailleurs comme ça. Malgré mes 75 ans, je continue à travailler sans production. Et c'était le cas donc, mais en mai 68, je tourne La femme bourreau, qui était donc une fiction, qui pour moi répondait à un état du monde. Pas de la société précisément française, mais du monde qui était en train de se transformer, de se déliter par endroits. On ne sait pas très bien où ça allait, mais on ne voyait pas d'un très bon œil quand même. Et il y avait à ce moment-là le quartier de Belleville, à Paris, en plein Paris, qui était un très beau quartier, avec des villas et tout, très cosmopolite, qui a abrité des Grecs, des Juifs, des Arabes, des Arméniens. C'était vraiment qui était en train d'être complètement détruit pour être rénové. Et ça, cette destruction m'a beaucoup parlé, et je l'ai collé dans ma tête à comment un personnage aussi pouvait, comme ça, se déliter. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Claude Merlin, le comédien, qui était à cette époque au Théâtre du Soleil avec Aren Mnouchkine, et puis tout le monde a travaillé absolument gratuitement, et nous avons tourné ce film en mai 68, où en mai 68, on n'avait pas un radis évidemment, on n'avait pas un sou, on ne mangeait pas à notre faim, mais ça n'avait aucune importance. On volait un peu, pas beaucoup, on volait de l'essence, on volait des choses comme ça, c'était pas grand-chose. À l'époque, les banques, heureusement, étaient en grève, donc on pouvait faire des chèques qui n'étaient pas approvisionnés. Ça n'en est pas trop privé. Et donc, à cette époque, mes camarades du groupe Arc ont vu d'un très mauvais œil que Jean-Denis Baudin
s'autoriser à faire un film personnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet individualiste qui fait partie de notre groupe? Et donc, on a voulu me virer. Donc, on me signifie que je ne suis plus désiré au sein du groupe à cause de ça. Et c'est là que j'ai plaidé ma cause comme un avocat. J'ai dit, écoutez, c'est complètement idiot. Moi, je marche sur deux jambes. J'ai besoin aussi de mes fantasmes. J'ai pas besoin, je ne peux pas être seulement dans une réalité, j'ai aussi besoin de mes rêves. Et moi, la fiction, pour moi, c'est l'autre côté, c'est mon inconscient, c'est ce qui bouge, j'ai besoin de ça. Ces camarades, ils ont dit, t'as raison, de toute façon, on a besoin de toi. Et donc, c'est comme ça que je suis resté dans ce groupe ARC jusqu'à la fin, qui ne s'est pas dissous, parce qu'il n'existait pas, il n'était pas vraiment, formellement, il n'existait pas. Voilà, et on a tous continué, on est tous restés de grands amis. Ça, c'est très rare quand même dans les milieux politiques. On est restés vraiment très amis, on se voit souvent. Et on a tous fait des choses par ailleurs. On a tous continué à faire des choses, que ce soit Jacques Ebadian, que ce soit Mick Andrieux, que ce soit Jean-Michel Humeau, Mireille Romovici et moi-même, puisque en 1972 en fait, mais 73, réellement, j'ai créé le groupe Ciné-Lutte. Donc c'était pas du tout, ça m'empêchait pas de faire mes films de fiction à côté, d'être vraiment engagé. En mai 68 même, alors pendant qu'on tournait Tristesse Anthropophage, on arrêtait le tournage de cette fiction pour aller là où il se passait des manifs. Alors évidemment, le 6 mai on était là, le 10 mai évidemment on a filmé avec Gérard qui était caméra au point, et surtout je me souviens, parce que c'était très précis, du 24 mai, le 24 mai, où il y a eu le fameux discours du général de Gaulle qui était retransmis pendant la manifestation. Je crois que c'est là qu'il annonçait qu'il gardait comme ministre Pompidou. Je ne sais pas, parce que je ne me souviens plus très bien des termes. Je sais que ça grondait vraiment dans la manifestation, que les CRS étaient très nerveux, très nerveux, qu'il y avait des cocktails Molotov qui étaient balancés et tout. Et nous, quand on filme, malheureusement, même si on est partie prenante du côté des manifestants, ça ne nous empêchait pas de recevoir des pavés de temps en temps quand même. Et là, les flics nous ont repérés, Gérard et moi, et moi j'avais les magasins de films sous les bras, un magasin, pendant que l'autre magasin était sur la caméra. Ils ne sont pas attaqués bizarrement à la caméra, ils sont attaqués à moi, ils ont voulu prendre le magasin. Moi j'ai serré comme un fou, et ils m'ont matraqué, mais ils m'ont laissé sur le carreau, toujours avec le magasin serré. Et c'est une ambulance, je ne sais plus très bien, j'étais dans les pommes, je crois, qui m'a pris, qui m'a hissé, et je suis parti de là, complètement bousillé, avec ma main qui est toujours d'ailleurs cassée ici, un os au milieu, parce que c'était un coup de matraque, tout ça, parce que on avait filmé, hein, c'est tout. Et d'ailleurs, certains plans sont dans le film, un film qui est pas bon du tout, mais peu importe, qui est un document de l'époque, donc pour ça il est important, qui s'appelle Le Joli Mois de Mai. Il y a tout ça, il y a tout ce qui a précédé cette attaque. Donc c'est anecdotique tout ça, mais c'est pour dire qu'on était vraiment dans le bain, quoi. Pour nous, il n'y avait pas de différence entre filmer et être en train de manifester avec le poing levé, c'était pareil. On n'avait pas trop de distance. Ce qui nous a quand même le plus intéressé, ce qui quand même là nous a surpris et nous a dépassé, c'est quand la classe ouvrière a commencé à se mettre en grève, a commencé à être un moteur du mouvement et à donner une autre dimension qui était complètement extraordinaire. Et moi, je ne connaissais pas bien les usines à cette époque, pas très bien. Ça a été mes premiers contacts avec des ouvriers, etc. On a surtout tourné dans la rue, nous, mais d'autres équipes de ARC ont tourné dans les usines. Par exemple, à Sud Aviation, Mick et Pierre-William Glenn ont tourné à Sud Aviation, Jean-Pierre Thorne a tourné à Flins. Non, il y a eu même des camarades qui ont tourné au sein de la paysannerie. Des choses vraiment qui étaient intéressantes, qui ont été faites. Enfin, en tout cas, à l'époque d'ailleurs, on n'avait pas une ambition de cinéaste quand on était au sein du groupe ARC.
On était d'ailleurs dans l'erreur, puisqu'on défendait l'idée d'actualité cinématographique révolutionnaire. Bon. C'était pas possible. D'abord, on ne pouvait pas lutter contre l'information, enfin, qui on était. Mais ce qui a été extraordinaire, grâce à ce mouvement qui a grandi, qui a gagné quand même presque toutes les couches de la société, en tout cas les couches qui nous intéressaient, et on a pu diffuser nos films très largement. Et là, on a diffusé nos films, y compris dans les hangars des usines, dans les écoles, dans les mairies, quelquefois en plein air. On se trimballait nous-mêmes avec un projecteur très très lourd, souvent double bande parce qu'on n'avait pas de copie standard. Et on a fait du bon boulot, il y avait de bonnes discussions, c'était très intéressant. Quand mai 68 a éclaté et que les étudiants ont occupé un cinéma qui était... Parce que les cinémas n'étaient pas en grève, on y reviendra. Tout était en grève, mais pas les cinémas. Les 3 Luxembourg ont été occupés par les étudiants et ont passé en boucle Tristesse anthropophage. C'est là que des jeunes gens, voyant ce film, qui étaient à l'IDEC à l'époque, disent « on veut ce type-là comme prof ». Je dis « moi je ne peux pas devenir prof les enfants, moi j'ai votre âge ». Et c'était Claire Denis, la chef de file de ces étudiantes-là, qui m'ont voulu comme prof, qui m'ont fait venir à l'IDEC comme prof, et il s'est avéré que comme j'étais un cancre à l'école, j'étais un excellent enseignant évidemment. Quand on était en plein mai 68 et que se sont créés les États généraux du cinéma, évidemment le Gros Parc en a fait partie, nous n'avons pas tous pu suivre de très près les États généraux. Moi j'y allais avec Mireille Abramovici. C'était un peu flou, hein, parce qu'il s'agissait plus de diffusion que d'autre chose. À l'époque, nous on était en plein tournage, c'était pas facile. En tout cas, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué, qui est amusant, qui est une anecdote, c'est qu'avec Mireille, nous avons été désignés tous les deux, Mireille et moi, Mireille Abramovici et moi-même, pour mettre en grève le Gaumont Palace. Le Gaumont Palace, c'était la plus grande salle de cinéma qui était place de Clichy à l'époque. Et comme le cinéma était en grève, si on arrivait à mettre en grève ce gros cinéma, on ébranlait la machine. Donc on y va, Mireille et moi, tambour battant, on parle aux ouvreuses, aux caissiers, à tout ce beau monde. Il y avait du monde, hein, il y avait du personnel à l'époque dans ces cinémas-là. Et il nous écoute en disant « il faut que vous bougiez aussi, je suis sûr que vous avez des revendications, etc. » Et on fait des revendications, mais comme vous ne pouvez pas imaginer, sur les horaires, sur les conditions de travail, sur les salaires, mais vraiment des trucs presque utopiques, quoi. Donc on est là, justement, lui on va le déléguer, ils prennent 2 personnes qui vont voir les patrons avec les revendications. Et nous on attend avec Mireille et tout. Et ça n'a pas duré longtemps, je crois. Un quart d'heure après, ils redescendent. On a gagné, ils ont tout accepté. Donc on n'a jamais pu mettre le Gaumont Palace en grève. Comme on était prêt avant mai 68, on avait des caméras, on avait des gens qui nous ont rejoints, qui étaient quand même prêts à nous aider. On a été très aidés quand même. Pas au moment des tournages, où on a eu quand même tout ce qu'il fallait en caméra, etc. Mais au moment où il a fallu faire les montages des films. On n'avait rien, on n'avait pas de table de montage, ni salle de montage, évidemment. Donc, il a fallu qu'on nous aide. Et en particulier, Jean-Luc Godard nous a donné beaucoup d'argent. Mais vraiment beaucoup. Je ne me souviens plus combien c'était beaucoup d'argent, en échange de quelques plans qu'on lui donnait pour son film, je ne sais plus lequel c'était. Ce qui a été fait, et il m'a prêté sa salle de montage. J'ai monté donc à Ciné-Dame, ça s'appelait à l'époque, et puis aussi Avenue du Maine, dans sa salle de montage, qu'il m'a prêté très gentiment, gratuitement, sans contrepartie. Donc ça, c'était super. Et au moment où est venu le mixage, c'est Jean Rouch qui nous ouvre les portes du Musée de l'Homme, où il y avait une petite station de mixage, où on a pu mixer un certain nombre de nos films, en tout cas moi, le film que j'avais en charge. Au moment où commençait à s'épuiser mai 68, mais s'épuiser pas tout seul, s'épuiser parce qu'effectivement,
il y avait plusieurs choses qui se passaient. Il faut quand même revoir ce qui se passait. C'est que d'abord, la répression était quand même très violente et très difficile, beaucoup plus difficile qu'on peut l'imaginer. C'était vraiment une vraie répression. Et que par ailleurs, il y avait le boulot des syndicats. Et le boulot des syndicats, respectable ou pas, je ne juge pas, en fait, il s'agissait quand même de faire rentrer le mouvement, de le canaliser pour l'obtention d'avantages pour les salariés. C'était ça qui se passait en fait. C'est de ça qui est mort en fait le mouvement. C'est que on était pris en tenaille entre pas le mouvement ouvrier spontané, mais le mouvement ouvrier commandé, dirigé, encadré, et la répression. Et c'est ça on sentait que ça allait mourir. Moi, j'ai jamais pensé, à titre personnel, que l'armée allait intervenir. Même malgré les bruits qui avaient couru, de Gaulle en Allemagne, en particulier, toutes ces choses-là, où on avait peur que les chars rentrent à Paris. J'ai jamais pensé ça parce que moi, j'ai senti la récupération très vite. Et ça a été un peu... On était des gauchistes, finalement, même si on n'avait pas d'étiquette précise. On était ni trotskistes ni maoïstes à l'époque. On était quand même des gauchistes. Et on était très critiques envers le Parti communiste français et les syndicats qui... et nous, on les sentait comme des récupérateurs du mouvement. C'est plutôt ça qu'on a vu. Je crois que c'est plutôt ça qu'on a vu. Moi, mon film préféré, c'est un tout petit film dans lequel je n'ai rien fait que de synchroniser l'image et le son. C'est la reprise du travail aux usines Mondaire. Ça a été fait par des élèves de l'IDEC, encadré soi-disant par un certain Villemont, qui, d'après ce que je sais, n'a pas fait grand-chose, mais peu importe. Le film est magnifique. C'est 2 plans, en fait, qui sont un peu comme un seul plan, séquence, de la reprise du travail aux usines Mondaire. Tous les ouvriers, les travailleurs rentrent, et il y a une travailleuse qui refuse de rentrer, qui dit « Moi, je ne retourne pas dans cette boîte ». Et là, c'est extraordinaire, parce qu'il y a une vraie parole, c'est un véritable dialogue qu'on n'oserait pas inventer dans un film de fiction entre un représentant syndical et cette jeune femme. Où le représentant syndical essaye de lui expliquer que s'il faut rentrer, que maintenant le travail continue à l'intérieur de l'usine. Bon, c'est magnifique, ce film est magnifique, il est là, il y a toutes les contradictions qui sont là. Pour moi, c'est le film le plus emblématique de mai 68, sans doute le plus beau. Et il n'a pas été prémédité. C'est ça qui est très fort. C'est une caméra qui est très mobile. Pierre Bonneau, l'opérateur Pierre Bonneau, qui ensuite a été plutôt à la télévision, a fait de la télévision. Donc c'est lui qui portait la caméra, qui fait ces magnifiques plans séquences où on est là avec cette jeune femme en pleine révolte, qui est vraiment, elle est mai 68. Si j'ai une image à mettre de mai 70, c'est elle. C'est cette fille qu'on n'a plus retrouvée. On a essayé de la retrouver. Il y a eu des films même là-dessus. On ne l'a jamais retrouvée. Il y a un autre film qui est très intéressant, pour lequel aussi je n'y peux rien, je ne suis pas dans le coup. Simplement, avec notre groupe Arc, quand 10 ans après, il fallait montrer les films en salle, parce que les films sont passés en salle de cinéma quand même. Ça s'appelait Mais par lui-même. On a convaincu William Klein de monter un film qu'il n'avait pas monté, il avait tourné avec des étudiants. Ça s'appelle Grand soir, petit matin, et ce film est un régal. Voilà. Donc pour moi, c'est les 2 films les plus importants de cette période. Les autres sont importants, pas cinématographiquement, je dirais. Voilà. Pour moi, ce ne sont pas des objets cinématographiques très passionnants. Ce sont maintenant, en tant que documents, bien sûr, c'est extraordinaire. Les lendemains de 68, on continue. On a des projets, même si on ne reste pas forcément ensemble. Par exemple, toujours par l'intermédiaire du Go Park, mais plus ou moins dessiné, un peu moins formel, de moins en moins formel, je suis en contact avec le Black Panther Party et j'aide à faire des versions françaises de 2 films du Black Panther Party très 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 intéressants.
Je ne comprenais pas ce qu'il racontait, parce que déjà je parle très mal anglais, mais en plus l'anglais des Black Panthers était quand même très, très particulier. Donc j'avais une traductrice, etc. On a monté, on a fait des choses de ce genre, pas mal. Puis, comme on commençait à être un peu connu aux États-Unis, au Portugal, un peu partout, les films ont circulé dans le monde entier quand même. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Parce que c'est des petits films quand même. Et on m'a contacté pour que je fasse un film pour soutenir les coupeurs de canne en Guadeloupe qui s'étaient mis en grève. Je crois que c'était en 70, ça, en 1970. Ça. Et il y avait une écrivain norvégienne qui s'appelle Caroline Swedson, je crois, j'ai oublié son... Je l'appelais Caroline. Donc. Caroline, Mireille et moi, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas les moyens d'aller à la Guadeloupe. On était dans nos petites pièces au Batignolles, tout pourri, qu'on voit dans la Femme Bourreau, ces 2 pièces que j'habitais, où on faisait tout, les réunions de arc, tout était là. Et on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour soutenir nos camarades guadeloupéens? Et là, j'ai une idée complètement saugrenue. Je dis, tiens, on va faire un film, je vais faire des figurines en pâte à modeler, et puis on va filmer, puis on va inventer un scénario, etc. Alors avec Caroline, souvent sexy, je crée des décors avec de la peinture, et on filme, pas une animation, parce qu'on n'avait pas les moyens, avec une caméra 8 mm, il n'y avait pas Super 8, mais 8 mm, sonore. On filme, et on fait un film qui s'appelle Quimbered pas molly, ce qui veut dire « Tiens bon, ne faiblis pas ». Et donc ce film, je ne sais pas combien de temps il fait, on en sort un certain nombre de copies, il va très vite à la Guadeloupe, où il est diffusé. Et je ne sais pas trop ce que ça devient, j'en entends pas trop parler. Quelques années plus tard, mon travail m'amène en Guadeloupe. Je crois que c'était pour faire un film sur Saint John Perse. Je suis invité par une psychiatre, Danielle, parce qu'elle s'intéressait à la poésie, tout ça, mais en fait aussi à la politique, et bizarrement, elle avait très bien connu aussi la clinique Laborde. Donc c'était on discute et tout, et elle dit, mais qu'est-ce que tu connaissais la Guadeloupe avant? Je dis, oui, je connaissais la Guadeloupe sans l'avoir connue, en faisant un film. Elle dit, c'est pas vrai. Et elle va dans sa cave et elle me remonte 4 boîtes, c'était 4 copies du film Quimbered pas molly. Elle dit, mais j'ai diffusé ce film il est partout. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on m'en parle encore. Là, je suis encore, on m'a appelé de la Guadeloupe en disant, on voudrait ce film parce qu'il est très important pour nous, etc. C'est un petit film de rien du tout, fait avec de la pâte à modeler, dans d'autres trucs, c'est très drôle. Donc ça, c'est ce qu'on a fait après Centune. On a bricolé pas mal de choses. À ce moment-là, c'est là que donc je suis devenu prof à l'IDEC, en plus de mes activités, mes autres activités. Et c'est au sein de l'IDEC que j'ai décidé de créer le groupe Cinélutte. On avait filmé avec les étudiants à titre d'exercice dans la rue contre la loi Debré, qui était une loi sur l'éducation nationale, donc qui était plutôt une révolte de lycéens. On avait filmé ça avec des élèves. Ça a donné un film qui n'est pas très bon, mais qui a le mérite quand même d'avoir existé, qui s'appelle Chaud Chaud Chaud. Et après, j'ai été sollicité, on m'a dit tu devrais quand même créer un groupe pour que ce soit... Et donc j'ai décidé de créer Cinélutte. Cinélutte, alors Cinélutte était constitué de Mireille Abramovici, qui est devenue la présidente de Cinélutte, de François Duperron, qui était un de mes élèves donc à l'époque, de Guy-Patrick Saint-Drichin, qui était un de mes élèves. On a été rejoint par Richard Coppens, qui a créé plus tard les films d'ici. Et puis, après, il y a eu des sympathisants autour de nous, comme Éric Pitard, Jean-Henri Roger, Serge Perron, etc. Et donc, au sein de Cinélutte, on a fait un bon travail quand même. Là, on était plus cinéaste. On réfléchissait un peu plus en tant que cinéaste par rapport à Arc,
où on était un peu preneur d'images et de sons, quoi. Hein. Là, si on réfléchissait un peu plus, on a fait un premier film qui s'appelait Jusqu'au bout, sur la grève des travailleurs immigrés, la grève de la faim à Ménilmontant, c'était en 1973. Donc c'était surtout des Tunisiens qui s'étaient mis en grève pour, déjà à l'époque, réclamer leur carte de travail, et voilà, pour leur permettre de travailler. Et ce qui est magnifique aussi, c'est ce film 1973. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai gardé ces gens-là comme copains. Les grévistes, parce qu'on a gagné cette grève. Je dis on, parce que ce qui est formidable quand on tourne comme ça, on fait corps avec les gens qui sont là, avec les grévistes. On est les mêmes. La caméra fait partie d'eux. On est avec eux, on se bat avec eux. Et peut-être, c'est l'analyse d'ailleurs d'un critique qui s'appelle Patrick Lebout, il dit, mais sans la caméra, cette grève n'aurait pas été victorieuse. C'est possible, j'en sais rien, c'est une analyse comme une autre. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'on a considéré cette victoire comme la nôtre. Pareil, on était pareil. Et donc tous ces grévistes sont encore mes amis, ceux qui sont encore vivants. Et je suis encore hier, j'étais en contact avec Najib, qui est maintenant à Sfax, qui est devenu peintre, artiste peintre, qui est un type qui a failli mourir parce que la grève de la faim, c'était très dur. Ça, c'était donc le premier vrai film de Ciné-Lutte. Après, on a eu l'idée, quand se sont dessinées les élections de 1974, de participer à ces élections à notre manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mêler des urnes. On va faire ce qui nous intéresse pendant ces élections, on va aller dans les endroits en lutte. Qu'est-ce qu'il y avait comme endroit en lutte à l'époque? Il y avait Lippe qui n'était pas très loin, hein, mais bon. Il y avait une usine d'imprimerie qui s'appelait Darbois, qui s'est mis en grève, et qui a fait comme Lippe d'ailleurs, qui a remis les machines en marche, et qui s'est mis à travailler pour vendre ses propres produits. Donc on tourne là, Darbois. Ça donne un film plus tard qui s'appellera Un simple exemple. Là aussi, j'ai gardé des contacts avec les grévistes de l'époque. Il y avait le Crédit Lyonnais qui se mettait en grève. C'était une autre manière, pas inintéressante quand même, de voir. Bon, c'était le tertiaire, c'est pas les usines, mais c'était pas inintéressant que aussi ces cols blancs se mettaient en révolte comme ça. Donc on fait un film qui s'appelle L'autre façon d'être une banque, et on filme la grève. Il y avait Arlette Larguillet à l'époque qui était là-dedans. Et on fait un tout petit film, parce que c'était en bas de la rue des Batignolles, en bas de chez moi, où il y avait, qu'on a appelé Portrait, qui n'est pas très réussi, mais qui quand même est un document, où on filme un comité de soutien à Giscard d'Estaing. Donc là, c'est plutôt un truc critique. Ces trois films, on les a réunis ensemble pour faire un même programme qui s'appelle Bonne chance la France. C'est allé à Cannes quand même, ce film. On a été soutenu partout. C'est sorti au MK2. Ça n'a pas eu un succès commercial étonnant, mais quand même, ce film, tout le monde en a parlé et tout. Et on a continué, on a fait aussi un film qui s'appelle Petite tête, grande surface, qui est sur les caissières de grands magasins. On en a fait d'autres. On n'a pas arrêté. Et en 1975, moi j'ai démissionné. D'abord, j'étais très très fatigué parce que j'en faisais trop. Et puis on a eu quelques différends, que le temps a effacés. Moi, j'avais toujours eu envie de faire de la télévision. Je trouvais ça bien parce qu'on touchait un public qu'on ne touche pas d'habitude. J'ai envie de faire de la télévision. Mais à l'époque, je n'avais pas le droit. Parce que je n'avais jamais fait de télévision. C'était comme ça. Alors j'avais une carte de réalisateur de long métrage de cinéma, une carte de chef monteur de cinéma, ça, carte du CNC, numéro 2816. Bon, très bien. Ça ne m'autorisait pas à faire de la télévision. Il aurait fallu que je recommence presque à zéro, que je devienne assistant réalisateur. Or, pour les pauvres réalisateurs, je leur ai épargné ça parce que comme assistant réalisateur, il n'y a pas pire que moi. Je n'ai aucun sens de l'organisation. Il ne fallait pas que je fasse ça. Donc, je ne pouvais pas faire de télévision. Et puis, grâce à quelques gars de la CGT au sein de la télévision, parce que c'était eux qui géraient un petit peu ces trucs-là,
Ils ont dit non, quand même, Bonan, on ne peut pas le laisser comme ça. C'est de la folie. Il faut qu'il puisse faire. Donc j'ai eu une dérogation. Et j'ai pu faire de la télévision assez tard. Ce qui fait que mes premières télévisions, c'est 1979. Ce qui est relativement tard pour moi, parce que j'ai commencé jeune. Et là, j'étais content parce que ça m'ouvrait une nouvelle fenêtre, et c'est le cas de le dire, parce que la première personne qui m'a fait confiance, et ça a été très rapide, c'est Sylvie Genevoix, la fille de Maurice Genevoix, qui s'occupait d'une tranche de télévision qui s'appelait Fenêtre sûre. Et alors je lui montre les petits films que j'avais faits, les films présentables que j'avais faits, et elle dit « Ah, c'est super, quelle originalité et tout. J'ai un service à vous demander avant que vous me proposiez vous quelque chose. » J'ai dit « Bon, de quoi s'agit-il » Eh bien voilà, nous avons reçu de l'argent du ministère des Postes et Télécommunications, et il faudrait que vous puissiez faire un film sur l'histoire de la Poste. C'était pas du tout mon créneau, moi, un film historique et tout. J'adore l'histoire, mais c'est pas mon truc. Les films généralistes, en général, j'aime pas ça. Je préfère partir d'un truc concret, ou d'un personnage, ou d'une situation. Je préfère partir de quelque chose de particulier pour aller vers le général que le contraire. Bon, j'ai fait quand même, parce que d'abord, c'était mon entrée à la télévision, je n'avais pas refusé, donc je fais l'épopée postale, 2 fois 26 minutes, et ils étaient fous de joie à la télé parce que j'ai fait des conneries, quoi, des trucs. Je me suis habillé en postier, j'ai rigolé, quoi, mais ça leur a beaucoup plu, donc ça a bien marché. Et à partir de là, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as envie maintenant de faire ?» Et j'ai proposé, je lui ai présenté 4 nouvelles que j'avais écrites, qui s'appelaient, les 4 nouvelles étaient assemblées sous le titre générique de La folie ordinaire, et il y avait dedans la paranoïa, l'hystérie, la perversion et l'obsession, donc 3 cas ordinaires. C'était des fictions. Elle m'a dit « Tu les fais quand tu veux, mais tu auras des moyens de reportage. » Et c'est là que j'ai commencé à faire moi-même les décors, à mettre des papiers peints. Et j'avais effectivement des équipes de reportage qui filmaient pas très bien. Mais la série a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Et donc ça m'a permis de faire de la télévision, d'entrer là où j'avais envie. Alors je faisais une télévision un peu marginale, bien sûr. Tant pis. Je passais tard le soir, effectivement. Il n'y a pas eu que Océanique, mais il y a eu beaucoup de choses. J'ai pas arrêté, en fait. J'ai fait énormément de films plus ou moins intéressants. Et la télévision ne veut plus de moi, et moi je ne veux plus d'eux. Alors c'est un divorce à l'amiable. J'ai été très libre en faisant des télévisions. D'ailleurs, j'ai presque pas fait de fiction à la télévision, à part La folie ordinaire et un téléfilm qui s'appelle Pierrot le loup. À part ça, j'ai fait pratiquement que des documentaires. J'ai fait des documentaires parce que on nous embêtait pas. Et effectivement, dans le documentaire, comment t'embêter ? Au départ, on peut pas. Parce que tu as beau avoir un scénario, on sait très bien que ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est ce que tu vas rencontrer, comment tu vas le filmer, comment tu vas le monter, etc. Donc on ne nous embêtait pas trop. On était assez libre. Avec des échecs aussi, hein. On réussissait pas toujours ce qu'on faisait. Surtout quand on prend des risques, parce que c'est ça le problème de ce métier, c'est qu'on ne sait jamais si on va réussir quelque chose. Si on se dit, je vais approcher comme ça tel film, tel documentaire, en disant, par exemple, je veux que des plans fixes qui seront comme ça, tu peux complètement te gourer. Tu prends un parti, tu peux être sur mauvaise voie, et puis la matière réelle, parce que c'est le réel qui est en face de toi quand tu fais le documentaire. Il est résistant. Tu peux ne pas bien l'accrocher. Il peut t'échapper aussi par moments. Par exemple, Michel, tu peux t'en souvenir, quand on a tourné l'histoire des colonies, une partie de l'histoire des colonies, qu'on va au Bénin, qu'on tourne et que la pellicule devient toute rouge, qu'on ne peut pas monter, tu ne peux rien faire. Tu es en face d'un matériel qui te dépasse en fait. Tu ne sais pas si tu vas réussir ton coup ou pas. Et plus le film est généraliste, plus c'est difficile à faire, je trouve, en tout cas pour moi. Donc, comme j'essayais chaque fois des choses, un peu différentes, du moins je l'espérais, que je considère toujours que je suis plutôt dans un laboratoire où j'essaye des choses qu'ailleurs, et bien des fois je suis à côté de la plaque, c'est vrai. Donc la télévision l'acceptait avant. Et puis depuis,
un certain nombre de temps, mais c'est venu assez tôt, hein, ça. On a commencé à dire, ah oui, mais l'audimat, mais etc., tout ça étant complètement faux, et je vais vous dire pourquoi, on a essayé de nous formater. Et par exemple, on entendait, tu devrais commencer par un plan d'ensemble pour qu'on sache où on est. Et justement, tout le film consistait à ne pas savoir où on est. Donc tout était aberrant comme ça. Une fois, je fais une soirée thématique pour Arte sur la Méditerranée. Bon, on me laisse tranquille pour le faire. Mais après, quand je monte le film au montage, le directeur des programmes m'appelle et me dit « Oh, c'est dommage que ce soit quand même cette progression-là, parce que ça commence par une chanson, ça pourrait finir par une chanson, ce serait bien. » Et c'était une aberration. Commencer par une chanson, finir par une chanson, c'est pas un axe. Alors que moi, j'avais un axe très précis avec la Méditerranée. C'était très simple, c'était de la mosaïque au métissage. Il y avait une vraie progression comme ça. Je commençais à tourner en Tunisie sur le concept de mosaïque, et puis pour finir à Marseille sur le concept de métissage. Et j'allais après, et tout ça en passant par Marseille, Beyrouth, etc. Et le type n'avait... On a affaire, il faut dire, à la télévision, à des gens qui ne sont pas toujours très très passionnants. Hein. Et en tout cas, qui ne savent pas voir le fond des choses. Mais j'ai résisté. Et je gagnais. À l'époque, on respectait quand même ce que disait le réalisateur quand il se battait et qu'il avait des arguments. Et puis peu à peu, c'est devenu de pire en pire. On nous obligeait à faire des tas de choses que je refusais systématiquement. Hein. Sauf, j'ai des fois un peu cédé sur le commentaire. Par exemple, je me souviens, j'avais fait un film sur Douanier Rousseau, et c'était moi qui écrivais une lettre à Douanier Rousseau, où je l'engueulais, etc. C'était vraiment vivant et très bien. Et là, la productrice m'a dit « Oh là là, ça rentre pas du tout dans la série, etc. » Elle m'a tellement ennuyé que j'ai fini par céder. Je le regrette, je pleure tous les jours à cause de ça. Ça aurait été un film superbe, et c'est devenu un film docu-cu à la con. Et pour vous dire donc que c'est difficile. Le dernier exemple que j'ai, c'est un film que j'ai fait sur un personnage de fiction. Un documentaire sur un personnage de fiction, c'est très intéressant. Tu prends un personnage de fiction, tu fais un documentaire, très documentaire justement. C'était Sherlock Holmes, qui n'a jamais existé. Donc je fais un documentaire, un grand documentaire, avec des tas de gens passionnants. Je vais à Londres, je vais partout, dans la langue de Dartmoor. Le film est pas mal, ça plaît à Arte, qui le passe 5 fois, et avec ça marche très bien. Bon. 2 ans se passent, mois d'août, il pleut, il n'y a rien sur les autres chaînes d'intéressant, ils ont un trou dans leur programme, ils repassent Sherlock Holmes. Ça fait évidemment un tabac incroyable, il n'y avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc ça fait un... Alors ils m'appellent fou de joie, à Arte, ils sont 5 à m'appeler parmi la direction. C'est génial, Jean-Denis, on n'a jamais fait ça, c'est super. Je dis, ben écoutez, ça tombe très bien, j'ai justement un projet. Jean-Denis, on t'arrête tout de suite, ce que tu fais c'est génial, mais c'est plus du tout ce qu'on veut faire. Ça résume un peu mes premiers éléments qui ont permis le divorce avec la télévision. Ben, je vais prendre une formule qui n'est pas de moi. On a toujours raison de se révolter. Je continue à être très révolté. Je garde de mai 68 quelque chose de l'ordre de la liberté. Mais pas la liberté enfermé dans une boîte, pas la liberté, pas simplement le mot, vraiment la liberté vraie, la liberté de pouvoir me contredire moi-même, par exemple. Moi, je garde ça de mes 68. Avoir aussi le droit de me tromper, avoir le droit d'hésiter, avoir le droit de douter. Tout ça, c'est la vraie liberté. Alors, mon engagement, il reste un engagement, mais il reste un engagement avec des doutes, avec des points d'interrogation, avec des hésitations. Et ce que je continue à faire maintenant, je ne fais plus de cinéma à proprement parler politique. Mais pour moi, bien sûr, tout est politique. Mais par exemple, j'ai terminé le montage, image, d'un long métrage que j'ai tourné tout seul, avec des comédiens bénévoles. Je l'ai fait sans scénario, pour aller plus loin encore dans la liberté de ce qui pouvait surgir ici et là, de capter des choses que le comédien pouvait me donner que je n'avais pas prévues, s'il pleut, de capter la pluie, tout ça pour rentrer. Ça, c'est grâce aussi à ce que j'ai appris avec le documentaire, grâce à mai 68, qui a été ma première expérience documentaire. Je n'avais pas fait de documentaire avant 68, en fait. Et donc, j'alimente ça comme ça, de
tout ce que je fais en ce moment, je fais beaucoup de tout petits films minuscules, mais des fois rien, des fois en filmant le feu de bois, mais je me permets, cette liberté est venue de là, est venue quand même de ce qui s'est passé, alors que j'étais encore pas trop vieux, en mai 68, où voilà, on peut découvrir ce n'importe quoi à la plage.